j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de petites vidéos. Donc je trouvais l'occasion plutôt pas mal de faire une présentation de cette nouvelle voiture. Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est donc une Shelby, une GT500, donc importée des États-Unis. Cette dernière n'étant à la base pas importée en Europe du fait des normes européennes et puis des différentes restrictions qu'on trouve dans nos magnifiques contrées. Donc moi c'est un garage spécialisé qui a pu la faire importer. C'est un véhicule neuf. Voilà. Qu'est-ce que c'est la GT500? C'est donc sur une base de Mustang, donc préparée par Shelby, au même titre qu'avec Mercedes, avec AMG. Shelby, c'est vraiment un département à part qui vont préparer les véhicules avec un peu leurs propres améliorations, on va dire ça comme ça. Pour la Shelby et les Mustang en général, les GT350 et les 500, des grosses modifications vont surtout être apportées au niveau du moteur et des parties roulantes. L'intérieur du véhicule étant quand même, hormis quelques pièces par-ci par-là qui vont la distinguer, il n'y a pas des gros changements. Que ce soit en termes de qualité de finition ou en termes de détails, c'est pas réellement mieux qu'une base. Les finitions d'une américaine étant souvent un petit peu discutables. Mais en même temps, par rapport au prix, on a une voiture on peut difficilement dire quelque chose par rapport au prix payé pour ce genre de véhicule. En francs suisses, une Shelby GT500, une voiture qui s'approche des 800 chevaux d'origine, selon la finition choisie, va s'approcher des 140 000 francs. Voilà, par rapport au prix performance, prestations proposées, je trouve que on est sur quand même un véhicule qui tient la route. Donc voilà, on va faire une petite présentation extérieure. Vu qu'on y est, on va démarrer par une présentation intérieure. Donc c'est une 2x2 places. Alors voilà. Tac, on voit également sur l'arrière. Donc là les sièges sont un peu reculés, mais il y a quand même largement sans problème de quoi mettre deux personnes à l'arrière, sans pour autant sans trop gréver la place. La banquette arrière peut être rabattable, ce qui fait qu'en termes de capacité de chargement au niveau coffre, c'est imbattable. Voilà. Déjà le coffre de base a une grosse capacité, mais bon, on n'achète pas forcément ce genre de véhicule pour ses capacités voyageuses. Simplement, si on aborde le côté essence, le réservoir fait 60 litres. Quand vous faites le plein, au mieux vous allez faire 270 km en restant sage. Donc c'est sûr encore une fois que de toute façon on n'achète pas ce genre de véhicule pour l'autonomie ou pour ses capacités voyageuses. Voilà. Bref, pour autant les capacités voyageuses sont quand même bien. C'est un véhicule en usage normal qui reste confortable, qui selon le mapping d'échappement qu'on met, qui n'est pas trop bruyant. Voilà, hormis effectivement le fait où on va être obligé de s'arrêter régulièrement en station d'essence, station à essence pardon. Voilà, c'est une voiture qu'on peut facilement emmener pour des longs trajets. Moi, qu'est-ce qui m'a plu à la base dans cette voiture? Je cherchais plus partir vers une GT3 RS, donc une 911 pour un usage piste. À la base, effectivement, c'est les Mustang ou voitures américaines qu'on va appeler muscle car vont pas être trop des voitures qu'on va utiliser pour des usages pistes. Mais voilà,
J'avoue, après m'être renseigné et puis après quand même avoir un peu testé ce véhicule, en fait, cette Mustang Shelby GT500, Shelby ont fait un travail énorme justement sur les capacités de cette voiture en termes d'usage piste, puisque elle n'a pas à rougir face à des concurrentes type justement 911 ou Ferrari. Euh, Elle est étonnante en termes de tenue de route. Voilà, grâce à effectivement une électronique qui a un travail énorme et assez extraordinaire, je dois dire. C'est un peu Dr Hyde ou Mr Jekyll et Mr Hyde, je sais plus. Euh, Selon ou pas le mapping que vous mettez, ou sinon vous vous amusez à couper le SP, euh, c'est 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 la bête qui se transforme en belle de nuit ou ce que vous voulez, mais le changement est assez radical en termes de comportement. Selon le mapping que vous allez mettre en sortie de courbe, selon si vous appuyez fort, la voiture va partir dans tous les sens, ou être figée à la route et ne pas du tout bouger. Et avec la puissance qu'elle a, ça part comme une balle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, il y a beaucoup plus puissant, oui, il y a beaucoup plus efficace, mais par rapport, encore une fois, comme je le disais au début, à ce ratio, on va dire, prix-performance, c'est simplement énorme, je trouve, ce qui a été fait. En plus, elle a une gueule qui est incroyable. Voilà, on va arrêter de parler, je vais vous faire une présentation extérieure de la voiture. A tout de suite. Voilà, c'est parti pour la présentation extérieure. Donc on va retrouver cette énorme prise d'air au niveau du capot avant qui va être en carbone. Cet énorme splitter avant. Cette bouche qui ne demande qu'à avaler du bitume et bouffer ce qui se présente devant vous. Alors, pas mal de petites choses ont déjà été faites sur la voiture. Pour ceux qui connaissent un peu ce modèle, vous allez le voir, mais je vais quand même rentrer un peu en détail. Donc là déjà, sur mesure, j'ai fait faire des jantes donc de la marque BC Forge. Qu'est-ce qu'on va retrouver également? On va retrouver les coques carbone qui sont pas d'origine. Ces pièces également qui ne sont pas d'origine. Alors on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien. Il y a une ligne d'échappement Borla Attack avec les sorties noires qui sont du plus bel effet. Voilà. D'origine, en fait, les jantes sont extrêmement rentrées dans la voiture. Moi, je voulais pas poser de cale parce qu'en termes de contraintes, je trouve ça trop important. Du coup, maintenant, les pneus à l'avant arrivent à fleur. Les pneus à l'arrière débordent un petit peu. Là, on peut voir comme ça. Et ça, c'est homologué. Ça, c'est homologué. C'est dans les normes constructeurs et d'homologation par rapport aux restrictions routières. La ligne d'échappement qui est homologuée aussi fait un bruit. Déjà d'origine, la voiture fait un bruit sensationnel. Et là, c'est simplement démoniaque. Voilà. Donc, je vous parlais de la capacité du coffre.
Voilà, c'est énorme. On rentre facilement un homme mort dedans. Petite particularité véhicule américain. Là, cette petite poignée, justement, si l'homme que vous avez dans votre coffre est pas complètement mort, il pourra s'échapper via cette petite poignée. Voilà. On retrouve la caméra arrière ici. Je vais vous montrer un peu ce qui se cache sous le capot. Donc petite particularité qu'on retrouve comme à l'époque donc sur les premières générations de Shelby des années 60. Vous aviez la pièce en métal, un peu comme sur les Honor, et ce câble en acier qui venait retenir. Ils ont conservé donc ces principes. Donc ben voilà, on appuie sur les deux, la petite gâchette sous le capot et on ouvre. Voilà, donc le 5 litres 2. Donc compresseur, je trouve énorme avantage par rapport à des turbos, quoi. Une longueur d'utilisation, une plage d'utilisation beaucoup plus importante, beaucoup moins de latence qu'avec un turbo. Voilà, l'admission JLT. Voilà, en gros, bon, je suis pas un spécialiste en mécanique, mais voilà, la bête. Alors ça n'a pas l'esthétisme d'un moteur d'une Porsche ou d'une Ferrari, mais parce qu'il cache un peu tout avec des tas de cache, mais là ce n'est pas le cas. Voilà, on ferme ça. Voilà, violemment, ça ferme violemment. À l'intérieur, je vous parlais des finitions. Bon bah les finitions, voilà, hein. Plastique dur. Alors là sur cette poignée on voit pas trop, mais je vais vous montrer de l'autre côté. De tracteur qui passe. Là, je sais pas si on voit en vidéo ou pas, mais là il y a une sorte de traitement sur la poignée. On voit déjà que ça s'effrite. Voilà. La voiture à 2500 km. Ouais, j'ai plus d'essence. Ce qui est normal. Voilà. Voilà. Donc là, ça c'est le mode normal, mode standard au niveau carto. On va retrouver le mode sport qui va vous changer donc l'interface. Donc avec donc les contours à gauche qui vont sauter, qui vont partir un peu dans ce style-là. On va retrouver le mode piste. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe en mode piste? Vous avez l'ESP qui est coupé. Là, ça devient véritablement violent. Alors, on peut manuellement remettre l'ESP, on peut manuellement, malgré tout, le mode piste, modifier la carto de l'échappement, puisque les deux peuvent être manipulés indépendamment l'une de l'autre. Qu'est-ce qu'on va retrouver également? On va retrouver le mode piste d'accélération, parce que malgré tout, ça reste quand même une muscle car. Et puis, on retrouve le mode glissant, donc un peu mode hiver, wet. Alors autant dire que moi, de toute façon, cette voiture, je vais certainement pas la rouler sur de la neige ou sur une route glissante, ça c'est sûr et certain. Voilà, et on retrouve le mode normal. Alors tout ça, ça se manage depuis les boutons qui sont là, un peu à l'image de la GTR de chez Nissan. Ouais, les petits trucs jaunes, c'est moi qui ai collé ça. Je sais pas si j'aime. Je pense que je vais pas tarder à les faire sauter. Donc là, effectivement, on va retrouver les différents types de cartos d'échappement. Donc, vous voyez, normal, sport, piste, silencieux. Voilà. Alors, énorme changement entre le mode normal et le mode sport. Par contre, entre sport et piste, c'est pas, le changement est pas vraiment signifiant. Par contre, c'est vrai que vraiment le mode silencieux, c'est un vrai mode silencieux. Alors même en mode silencieux, la voiture, on l'entend, mais par rapport au mode race ou piste, c'est rien à voir. Voilà. Le menu, bon ça c'est classique pour la Mustang, hein, donc l'écran est tactile. Voilà, c'est un. Honnêtement, c'est pas le pire que j'ai eu en main.
Franchement, même par rapport à certaines allemandes, Ford là-dessus ont pas à rougir de l'interface, de leur interface. C'est honnêtement, je suis pas mécontent de ce qu'ils ont fait. À savoir, voilà. Donc bref, moi je suis, ouais, je suis pas, je trouve que ce qu'ils ont fait par rapport à l'interface, c'est pas mal. On revient sur le point de détail. Franchement, voilà, ça, c'est même pas complètement aligné sur le truc. Bon, ça c'est du vrai carbone. Ça c'est moi. Hein, ça c'est des caches. Hein, c'est pas du vrai carbone. Mais pour autant, l'intérieur va être revu et refait par quelqu'un bien connu dans l'univers de YouTube. J'ai oublié son nom. Mais voilà. Cette voiture, il y a enfin, 3 niveaux d'options. Il n'y a pas tout un catalogue effectivement comme on peut avoir chez Audi, Mercedes, enfin toutes les allemandes. Il y a le Techno Package, le handling package et on va dire le track pack. Le techno package, ça comprend en fait le Bang & Olufsen, ça c'est pour le son. Ça comprend deux trois options liées à la techno, à l'électronique, donc dont cette voiture est équipée. Il y a le handling package qui comprend en fait les options donc de cette partie aéro avant, du petit je sais pas comment on peut appeler ça, je sais plus, mais de cette partie-là également. Ça comprend également le système de récupération d'huile au niveau du moteur. Bon, je vais pas rouvrir le capot, mais c'est une petite pièce qui en fait récupération d'huile, récupération de vapeur d'huile. Je suis pas un spécialiste, mais Google peut vous aider si ça vous intéresse. C'est très utile en usage piste. Et puis le track pack. Donc le handling, la voiture est équipée. Le track pack, par contre, je l'ai pas. Le track pack me faisait un peu peur. Il comprend en fait des jantes en carbone apparents. Il comprend également un amortissement à l'avant. Alors c'est les 4 mêmes amortisseurs, mais c'est juste des ressorts à l'avant et arrière qui sont un peu plus courts. Et puis également la suppression de la banquette arrière. Et puis voilà. Alors moi, la suppression de la banquette arrière, ça m'ennuyait un peu parce que j'aime bien quand même de temps en temps prendre mes enfants avec moi. Et surtout, étant un peu minutieux, les jantes en carbone, je sais pas. Dès que vous voulez changer un pneu, à mon avis, on peut pas faire appel à n'importe quel monteur de pneus. Le moindre caillou, le moindre éclat, on peut pas réparer une jante en carbone comme on répare une jante classique en aluminium. Donc voilà, moi je suis pas un fan du track pack. Donc voilà. J'ai commandé les ressorts plus courts qui vont sur le track pack pour mettre sur cette voiture. Parce que là on s'aperçoit, hein, l'avant est quand même relativement haut, si je puis dire. Mais voilà, vu la lame qu'il y a à l'avant, la voiture n'ayant pas de système de lift, comme sur une Lambo, comme sur certaines Ferrari, comme sur certaines Porsche. Voilà, les ressorts en fait de la track pack sont, je crois, plus bas de 2 cm, je crois. Et voilà, 2 cm, ça sera parfait. En plus, ça va asseoir un peu plus l'avant. Et donc, ce sera nickel. En termes de conduite, la voiture, elle est... En fait, on la sent hyper précise de l'avant. On la sent hyper précise de l'avant. On la sent pas lourde une fois lancée. On sent que l'électronique aide beaucoup à la précision de la voiture. On sent que c'est une voiture qui est bien. On la sent pas flotter. Certaines voitures à haute vitesse
qui sont souvent pas des vrais d'ailleurs super sportives, mais plutôt des grosses GT. Certaines voitures à haute vitesse, il y a un sentiment de flottement un peu au niveau de la direction. Celle-ci ne l'a pas, elle est quand même bien assise sur la route. Bon, pneus avant sont larges de 305 mm, les pneus arrière de 315, ça fait quand même, rien qu'à l'avant, ça fait quand même plus large que la majeure partie des voitures qui existent, rien qu'à l'avant. Avec la monte de jantes que j'ai, je pourrais monter du 325 à l'arrière, mais elle est bien comme ça. On verra en usage piste ce que ça donne, mais elle est bien comme ça. C'est clair que dès qu'on appuie un peu sur la pédale en coupant l'ESP, elle part tout de suite. Hein. Ça devient une vraie savonnette, mais c'est hyper rigolo. Et puis voilà, donc voiture vraiment assez exceptionnelle, pardon, à la conduite. Elle offre, c'est pas une voiture vers laquelle je me serais dirigé à la base, mais c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Bon, les finitions, je m'attendais pas à mieux, de toute façon. Voilà. Mais pour le prix, encore une fois, c'est vrai que sur une Porsche ou une Lambo, bon, certains points ne seraient pas passés. Mais là, bon, voiture américaine, Ford à la base derrière. Voilà, bon, voilà, faut aussi accepter d'avoir des détails qui vont pas le faire. C'est pas une voiture qui coûte aux US, hein, elle coûte moins de 100 000 $ la voiture. Donc faut pas pour des tarifs comme ça s'attendre à avoir quelque chose qui soit parfait partout. Hein. C'est comme ça. On va refaire un petit tour d'ailleurs de l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est. Donc les sièges sont pas mal. Franchement les sièges, ça c'est. Il y a les points positifs, c'est les sièges. Là on a du d'Alcantara. Les petites parties blanches comme ça qui font ressortir un peu le volant avec la bague blanche à midi, la petite partie carbone comme ça qui est cool, voilà, et petits points détail assez bien quand même. Le volant qui donc est tout en Alcantara. Le volant c'est la partie sympa je trouve de l'intérieur de la voiture. Au niveau de l'arrière, bon il y a quand même de la place, hein, on est bien. Et puis les sièges sont bien enveloppants. Bon c'est sûr quelqu'un qui fait plus d'1,80 m, il risque d'être malheureux. Le plafond est très bas. Mais c'est vrai que pour des enfants, c'est parfait. Il y a beaucoup de place, c'est nickel. Voilà. Bon, on va vous faire écouter un peu le feulement de ce moteur. Allez. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, sans prétention aucune. Hein. Mon montage risque d'être un peu pourri, il risque d'avoir des coupures un peu bizarres. Mais voilà, le but c'est pas de vous faire quelque chose de top qualité, mais juste vous faire partager avec vous cette voiture. Qui présente quand même pas mal d'intérêt, on la voit pas forcément beaucoup, et puis c'est une voiture de caractère dont on va quand même de moins en moins voir à l'avenir. Pour le moment, Ford n'ont pas
enfin Shelby ou Ford, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, n'ont pas encore signé pour une nouvelle Shelby, une nouvelle GT500 pour les années à venir. Je sais qu'aux États-Unis également, les restrictions liées à l'écologie sont de plus en plus également présentes. Je ne vais pas débattre là-dessus. Voilà, bref, donc c'est une voiture qui prend peut-être en plus un petit intérêt historique dans la mesure où c'est peut-être la dernière GT500 que Shelby, Ford produiront. Donc voilà, c'est vrai qu'aux US on en voit beaucoup, mais dans nos contrées on en voit peu. Donc je pense que si on aime, je sais même pas si je me cadre bien, si on aime effectivement les bagnoles et qu'on change de temps en temps, je pense que c'est une expérience intéressante à avoir au moins une fois. La GT350, j'avais hésité il y a quelques années, mais voilà. Et puis voilà, la GT500 là, j'ai sauté sur l'occasion. Au départ, je voulais une Viper ACR, et puis très très compliqué à faire importer dans la région où j'habite. Et puis voilà, après discussion avec différentes personnes qui connaissent bien, je me suis fait totalement séduire par cette GT500 que je trouve démoniaque. Voilà, là telle qu'elle est, avec la petite prépa qu'elle a, on est à 820 chevaux. 820 chevaux, ouais, ça arrache. Donc voilà. J'espère que encore une fois ça vous aura plu et puis ben peut-être à bientôt. Ciao.